Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Vox Hebdo sur Vox TV. Déclaration de candidature de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, le choléra qui est déjà aux portes de Brazzaville, invitation au président de la République à candidater en 2026, sont donc là les sujets à débattre sur ce plateau avec Dadi Ossila, qui est journaliste, Jean-Clotaire Imbou, directeur de publication du journal Présence économique, et Rech Mboussa, qui est aussi journaliste. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, bienvenue sur ce plateau. Je vous invite à suivre cet élément pour commencer à aborder notre premier sujet. Mardi, sa candidature à sa propre succession dans 3 mois. Une annonce faite dans une allocution enregistrée. On écoute le président ivoirien. Après mûre réflexion, conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Et donc après avoir été élu en 2010, 2015 et 2020, Alassane Ouattara est en lice pour un 4e mandat. Alassane Ouattara vient donc de déclarer sa candidature à la présidentielle de octobre 2025. Donc, l'élection aura lieu le 25 octobre. Et il va donc être candidat pour la 4e fois. Alors, Clotaire, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre qu'Alassane Ouattara veut briguer un 4e mandat? Je constate tout simplement qu'il a l'ambition de mieux faire pour la Côte d'Ivoire, puisqu'il le dit comme tel, lui-même, dans sa déclaration d'ailleurs. Et je constate aussi que nous avons encore toujours les mêmes problèmes avec les questions de politique, précisément pour ce qui concerne la gouvernance de nos pays. Parce que j'ai entendu le même Alassane Ouattara, il y a bientôt 2 ans, qui disait qu'il y avait près de 6 à 12 prétendants qui étaient favorables pour être celui. Il en a perdu 2. Il en a perdu Gon Coulibaly, il en a perdu son ministre de l'Intérieur aussi. Donc il lui reste encore un potentiel d'acteurs qui pouvaient succéder à M. Ouattara. Quand je dis que nous avions un vrai problème ici, justement, avec la question de nos pays en termes de gouvernance, c'est que nous nous retrouvons avec le même problème et chaque fois de ce qui est de l'homme providentiel. Je n'ai jamais compris. Voilà, je n'ai jamais compris. Même si c'est vrai que la démocratie est un processus qui est lent, parce qu'il faut aussi le reconnaître, que il faut que un peuple s'adapte, justement, évolue vers ce qui peut être considéré comme étant la norme démocratique, et ça prend du temps. Nous en avons encore nos propres conceptions un peu villageoises qui nous permet de dire que le chef qui est au-dessus, il n'y a que lui qui doit, et qu'on doit attendre son décès pour lui succéder. J'estime que ce monde moderne, avec des jeunes que je vois sur ce plateau, par exemple, ne permet plus ce genre de choses. Oui, Dadi, la candidature de Alassane Ouattara compromet-elle finalement l'accession au pouvoir des jeunes générations? Alors, la candidature compromet l'accession au pouvoir. Une candidature ne veut pas dire élection. Il candidate pour se présenter à une élection présidentielle contre certains challengers et il pourra être élu ou battu. C'est le principe. Et dans l'absolu, le principe constitutionnel fait que lui, il soit candidat puisque en modifiant la dernière constitution, il s'est représenté pour un premier et donc ça fait un deuxième mandat pour que ça soit sa 4e candidature. Maintenant, Alassane Ouattara avait dit quand il avait voulu céder le fauteuil à Gon Coulibaly, c'était un peu son idée,
qu'il voulait donner le pouvoir à une nouvelle génération. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a eu une sorte de quelques éléphants. Vous avez Gay, vous avez Ouattara, vous avez Gbagbo et vous avez celui qui vient de mourir, donc le président du PDCI. Et ces grands géants ont monopolisé la vie politique ivoirienne jusqu'à aujourd'hui. Il y a Gay qui est mort, il y a l'autre qui est parti. Il reste aujourd'hui plus que Gbagbo et Ouattara, avec l'émergence de Tidiane Thiam qui arrive derrière. Alors, on est un peu perplexe parce que moi je trouve que aujourd'hui en Afrique, et il a eu raison de le dire, on a une tradition tribale, on a une tradition lignagère où il y a un chef, et c'est normal que le chef soit là puisque chez nous c'est pas l'individu qui prime, c'est la collectivité qui prime. Donc un chef au-dessus de la collectivité, c'est bien normal. Mais non, ce qui est un peu contradictoire avec Alassane Ouattara, c'est qu'il déclare souvent qu'il ne peut plus être candidat. Parfois de façon solennelle. Il le dit dans les interviews. Il évoque sa santé. Il évoque un certain nombre de choses. Moi, je préférerais un Paul Biya qui n'a jamais eu à se, qui n'a jamais se prononcer sur cela. Et voilà, on sait que c'est un secret de polichinelle que quand quelqu'un arrive au pouvoir en Afrique, il veut bien y rester. Mais pourquoi essayer de faire chavirer l'opinion dans tous les sens du terme? Ça, c'est vraiment le grand problème. Maintenant, je pense que le problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est plus seulement le problème de la candidature de Alassane Ouattara, c'est le problème de la non-candidature de certains géants qui sont exclus de l'élection. En l'occurrence, vous avez Gbagbo et Tidiane Thiam. Ouattara a souffert pratiquement toute sa vie politique de cette exclusion avec la loi sur l'ivoirité la contestation de sa nationalité. On voit Gbagbo, Tidiane Thiam est aujourd'hui exclu, peut-être pas dans les mêmes termes, mais l'argument utilisé, c'est qu'il aurait une nationalité française et qui ferait qu'il ne pourrait pas avoir cette nationalité ivoirienne pour candidature. Vous voyez bien que ce sont les mêmes ingrédients des crises qui ont précédé, qui sont aujourd'hui en train d'être fourmillés. Est-ce que, à l'avenir, on n'est pas en train de faire d'une élection une sorte de caisse de résonance à fabrication de crises? C'est vrai que Dadi a dit que se présenter ne veut pas dire gagner, mais peut-on penser que Alassane Ouattara, quand il s'est déclaré candidat, va-t-il dans l'optique de perdre l'élection? Pas du tout, pas du tout. Moi, plutôt, je verrais le débat sous un autre angle. Il y a peut-être un problème de consensus au sein du parti d'Alassane Ouattara, donc le RHDP, puisque le président Alassane Ouattara, il y a quelques années, qui disait que il voulait transmettre le pouvoir à la jeune génération, donc il comptait sur Gon Coulibaly, comme on l'a dit, et l'autre qui est mort, le nom m'échappe, mais au sein du parti de RHDP, il se dit peut-être que ils sont pas cette jeunesse la prête, peut-être. Ça, c'est l'idée du président Alassane Ouattara, et il se dit aussi peut-être que si le RHDP perd le pouvoir, la Côte d'Ivoire peut perdre ses acquis en matière de stabilité économique, en matière d'infrastructure et autres. Oui, là, c'est vrai, dans son discours, il a dit cette candidature servira à préparer. Mais peut-on penser qu'il a passé 3 mandats et réussira-t-il maintenant à préparer une jeunesse après ce mandat? Pourquoi pas? Lorsqu'on voit les gouvernements successifs du président Alassane Ouattara, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Je pense par exemple au ministre de la Jeunesse, dont le nom m'échappe. Il est jeune, il est préparé à ça. Donc je pense que dans le président Ouattara, en voulant candidater pour la 4e fois, il se dit dans sa tête que je vais préparer des jeunes forts pour prendre la relève. Je vais rebondir sur ce que j'étais en train de dire. Et puis, vous savez, quand vous êtes dans un parti et qu'il y a un problème de relève, par exemple qu'il y a là, les ambitions s'affichent. Et ce qu'il y a de plus dangereux dans cet exercice-là, c'est que tout un chacun a son couteau avec lui pour poignarder l'autre. Et à partir de ce moment-là, le jeu politique devient dangereux. Lorsque vous ne serez plus en capacité de diriger, tout ce monde-là sortira son couteau. Nous l'avons vu sous Bédié. Tous les acteurs politiques qui étaient là se préparaient justement à prendre d'assaut
la présidence de la République en Côte d'Ivoire. Et donc, le dire comme ça, que c'est moi qui vais être là pour essayer de les faire germer, il n'y a rien de plus dangereux comme exercice, parce que si en cours de chemin de votre mandat, que vous n'y arrivez pas justement à faire germer, eh bien le couteau sortira, mais dans toute l'indiscipline possible. Et il y a un problème, il y a un autre problème en Afrique. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, vous savez, quand on veut, on peut. Sonko avait tous les moyens. Il pouvait négocier avec Macky Sall pour qu'il revienne. Mais l'idée de Sonko, c'était pas de faire primer sa personne, c'était les idées. Et vous voyez bien, si vous lisez, Diomaye Faye, c'était quelqu'un qui n'était absolument préparé à rien. Diomaye Faye n'a jamais même été conseiller municipal. Donc, quand on veut faire une relève, on la fait. Il y a pas, on ne cherche pas. Le problème avec l'homme providentiel en Afrique, le messianisme, c'est-à-dire on a un messie qui va résoudre tous nos problèmes. Ça, c'est notre plus grand problème. Maintenant, moi, je dirais qu'en Afrique, les élections deviennent des débats de personnes sans être des débats d'idées et des débats de projets de société. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on s'est enfermé. Première chose dans laquelle on s'est enfermé, c'est ce qu'on appelle en droit les clauses d'éternité, c'est-à-dire les limitations de mandat. C'est le pire des problèmes qui arrivent en Afrique. Parce que vous connaissez quel pays africain où on arrive en fin de mandat, les gens ne modifient pas. Ce sont des problèmes. En Afrique ou en Afrique centrale? Parce qu'il faut bon, il y en a quand même. Mais le principe aujourd'hui en Afrique, c'est que on cherche toujours. Parfois, ça nous résiste. Parfois, on n'a pas les possibilités. Mais cela dit, on a parlé du chef en Afrique. Moi, je trouve que cette question de l'homme providentiel fait que les gens font le troublion pour dire que je vais être candidat, je ne veux pas être candidat, et je suis à la fin, je suis au début, etc. Si on laisse le jeu ouvert pour que tout le monde se dise, bon, j'ai travaillé et que je suis arrivé à la fin et que je ne suis peut-être pas capable d'amener les pays sur un point donné, c'est l'élection qui va décider que si vous êtes arrivé à la fin ou si vous n'êtes pas arrivé à la fin. Aujourd'hui, en Afrique, en général, quand un président en exercice se présente, on se pose pas la question s'il va gagner ou va perdre. On se pose juste la question, est-ce qu'il a le droit de continuer à avoir le mandat? Et donc ça, c'est un élément qui trouble le jeu politique en Afrique et qui fait que on ne discute pas de la santé, on ne discute pas de l'éducation, on voit pas les candidats faire des propositions claires qui touchent le quotidien des gens parce qu'il y a un autre débat qui vampirise la vie politique autour de la Constitution, autour du droit d'être candidat, etc., etc. Et si vous suivez le discours d'Alassane Ouattara, il a commencé par ça, pour dire que je suis candidat parce que la Constitution me le permet. C'est-à-dire c'est le vrai débat. Dans l'esprit de tout le monde, le premier vrai débat, c'est ça. Alors que c'est pas ça, mais lorsque vous voyez du côté des opposants d'Alassane Ouattara, ils proposent aussi rien. Pour eux, c'est tout sauf Alassane Ouattara. Mais c'est pas pour, en fait, pour dérouter aussi le débat. C'est pour ça qu'on amène l'objectif là, pour que les autres aspects ne soient pas regardés et tout le monde est concentré sur... Non, ce qui est de plus dangereux, c'est que d'abord, il y a aujourd'hui, par exemple, dans les pays francophones, on a Talon qui a déjà dit que lui, il part. Vous avez des pays, la Namibie, aujourd'hui, le Cap-Vert, vous avez des pays africains pour lesquels tout ça est réglé. Les gens l'ont déjà intégré dans leur mentalité. Mais faisons aussi attention à quelque chose de plus grave, de plus nocif que nous avons. C'est un peu cette histoire d'alternance à se dire, pour le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, les musulmans, c'est mis du temps. Là, il faut aussi maintenant qu'ils puissent laisser la communauté chrétienne aussi arriver, parce que là on a toujours pensé justement que si chez nous ici on est voilà, mais de l'autre côté c'est de la même manière que ça se passe en RDC, vous avez ceux de l'Est et ceux de l'Ouest qu'il y a là. Donc ça aussi, ce sont justement ces débats là aussi nous mettent pas en position justement d'aller de l'avant. Et vous allez vous rendre compte sur ce que vous êtes en train d'évoquer qui est important. Qui lit les programmes politiques ici? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans nos pays. Qui lit? Vous allez vous rendre compte que ce seraient tous les mêmes programmes. Parce que c'est les mêmes choses que nous avons dans le quotidien qu'il faut régler. Qui les lit? Ok, merci. Nous attendons ce que la Côte d'Ivoire va produire comme président.
c'est vrai que c'est l'Afrique centrale qui est plus portée vers la poursuite des mandats. Les autres Afriques, les autres régions, vraiment observent bien l'alternance démocratique. Nous avons le cas du Ghana. Donc, si c'est possible dans ces zones-là, c'est que ça devrait aussi être possible dans la zone Afrique centrale. Bon, laissons le temps faire son temps. Je vous invite à ce deuxième sujet en vous proposant donc ce reportage et après nous allons débattre. 187 cas suspects de choléra détectés à l'île Mbamou et dans le nouveau département Congo-Ubangi, dont 6 confirmés. Depuis la déclaration du ministre de la Santé de la Population le 26 juillet, qui faisait état de 103 cas suspects, la maladie évolue avec l'implication du personnel de santé à la tâche pour faire la surveillance épidémiologique. Ces 187 cas suspects nous ont été révélés par le gestionnaire de l'incident, le docteur Zomedar Konkou, directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, qui justifie ces cas de l'île Mbamou à travers la proximité de la République du Congo avec la République démocratique du Congo où le choléra est endémique. Et 187 cas à ce jour dans le département de Congo-Ubangi et dans le cycle sanitaire de l'île Mbamou, donc département de Brazzaville. Ça se comprend, hein. Vous savez que l'île Mbamou, les gens vont régulièrement en RDC. Vous savez qu'en RDC, il y a l'épidémie à Kinshasa de choléra confirmée. Il y a plus de 139 cas déjà à Kinshasa et plusieurs décès. La riposte contre cette maladie appelle la population au respect des règles d'hygiène. Le choléra, c'est une maladie de main sale. C'est une maladie qu'on peut facilement éviter. Ce n'est pas comme la Covid. Le fait de se laver régulièrement les mains au savon et à l'eau propre peut limiter la transmission de la maladie. Ou encore, à défaut, utiliser le gel hydroalcoolique. La consommation des aliments, par exemple, il faut les bouillir suffisamment, ne pas manger les crudités. Vous voyez, avec ces mesures simples-là, on peut éviter la propagation de cette maladie. Pour contrer cette épidémie et par mesure préventive, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Vincent Dossou-Sodinou, avait fait un don d'équipement au ministre de la Santé de la Population, Jean-José Ribara, le 25 juillet, pour permettre au Congo d'avoir des outils de prévention et de traitement de cette maladie. Voilà, c'était le moment où nous retrace la présence déjà des cas de choléra à l'île Mbamou, donc en face de Brazzaville. Dadi, peut-on penser que Brazzaville s'est préparé pour faire face ou pour barrer la route à l'entrée de cette maladie dans son territoire? Bon, le choléra pour nous, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est pas aussi la première fois qu'on est à subir les affres de cette maladie. Ce qui est certain, c'est que on a pris les dispositions pour la riposte. On a organisé, que ce soit la surveillance, que ce soit la sensibilisation, que ce soit les éléments de préventivité, c'est-à-dire l'hygiène de main, la consommation avec d'eau potable, etc. Tout cela est annoncé. Maintenant, il y a ce qu'on prépare, il y a ce qu'on fait. Et ici, il faut qu'il y ait une certaine harmonie entre les mesures de protection qu'on peut avoir. Par exemple, on se souvient de la Covid, des mesures barrières, ça va faire un peu l'enfeu. Je pense qu'on va pas être dans la même psychose, donc il va falloir que l'on soit un peu plus, du moins pour chaque individu très sérieux. Pour l'alimentation, pour le lavement des mains. En réalité, le choléra, c'est la maladie un peu de la saleté. Donc, à un moment donné, on doit être honnête avec nous-mêmes, on doit essayer de mettre de la propreté, on doit essayer de renforcer notre système d'hygiène collective, parce que c'est vraiment, je dirais pas que c'est une maladie un peu honteuse, mais je dirais que c'est une maladie qui n'est pas aussi un signe de bonne santé en termes d'hygiène dans un pays. Donc, je pense que
le mieux à faire, c'est qu'elle s'arrête le plus tôt possible et qu'elle ne se propage pas trop et que cela ne soit pas une sorte d'hécatombe dans le pays. Oui, qu'elle ne se propage pas, mais avez-vous le sentiment que la population est assez informée pour savoir prendre ces mesures barrières? Est-ce qu'avez-vous l'impression que le gouvernement a beaucoup communiqué sur ça? Le gouvernement a communiqué suffisamment, je ne pense pas. Il va falloir multiplier la communication, que ce soit la communication audiovisuelle, mais aussi la communication de proximité. Il faut aussi que cela, vous savez, avec l'expérience de la Covid, on a eu même dans les administrations publiques et privées de quoi laver les mains. Enfin, il y a des choses qui doivent maintenant réapparaître entre guillemets dans tous les coins pour que justement ça soit au-delà des simples mesures de prudence individuelle, que ce soit une sorte d'habitude qu'on puisse adopter et peut-être que là on aura la chance de ne pas subir fortement ou peut-être très terriblement cette maladie. Jean-Claude, le choléra, l'île Mbamou, c'est en face et il y a des cas qui se sont déjà révélés, mais à Brazzaville, avez-vous le sentiment que la population a été assez informée pour savoir prendre les mesures? Nous étions, on peut pas le dire que la population a été informée comme il se doit, hein, il le dit bien, mais dès l'instant où la population congolaise était déjà au courant que la maladie était à nos portes du côté de Kinshasa, où ça a été suivi par pratiquement l'ensemble des médias. Là, on ne pouvait pas dire que, en étant à un jet de pierre de Kinshasa, que nous n'étions pas au courant de ce qui était en train de se faire. Mais qu'à cela ne tienne, j'espère que le gouvernement prendra la mesure nécessaire de cette maladie pour que nous puissions nous retrouver un peu pas trop secoués comme nous l'avions vu sous cette question du Covid, parce qu'il y a deux problèmes que nous avons dans ce pays qui risquent de nous amener encore à une dangerosité de cette maladie. Espérons que ça n'ira pas là. Un, c'est le système de santé qui est totalement dégradé. Quand vous êtes dans un pays où les hôpitaux ferment, où les gens font des grèves en longueur de journée alors que nous avions une telle situation devant nos portes, et c'est à lieu de se poser des questions. La deuxième situation désastreuse que nous avons, c'est l'assainissement. Quand vous vous retrouvez dans une ville qui pose d'énormes problèmes d'assainissement, et avec une maladie justement qui répand, parce que le choléra, comme on le sait, que c'est une maladie qui est liée à la saleté. Donc quand vous avez une ville qui ne sait même pas quel est le tonnage des déchets qu'il faut évacuer et que l'on n'est pas capable de régler toutes ces questions, on a peur justement que cette maladie tombe sur un terreau fertile pour qu'elle se développe. Et c'est cela justement pour lequel les pouvoirs publics doivent rassurer, d'abord en communiquant sur ce qu'il y a pour que les gens se rendent compte que cette maladie existe, qu'elle est bien rentrée chez nous ici au Congo-Brazzaville, parce que l'île Mbamou, c'est déjà le Congo-Brazzaville. C'est déjà Brazzaville. C'est déjà Brazzaville. La preuve, c'est que c'est dans le département de Brazzaville. Administrativement. Donc, on ne peut plus dire que, est-ce que ça va arriver dans la grande ville? L'île Mbamou, c'est aujourd'hui un quartier pratiquement de Brazzaville. Reg, le choléra, il est là devant nous, mais est-ce que nous avons des hôpitaux qui sont préparés pour parer au plus pressé? Malheureusement, non. Malheureusement, non. L'aîné a dit ici, le système de santé dans notre pays est totalement dégradé. Mais moi, plutôt, ce que je voudrais dire, c'est que les pouvoirs publics doivent prendre à bras le corps ces questions d'épidémie, de maladies et autres. Parce que je me dis que on attend juste que l'on signale qu'il y a telle ou telle épidémie pour prendre des dispositions. On le sait. Par rapport à tout ce que nous vivons, l'assainissement et autres, on peut déjà prendre des mesures. Organiser des séminaires de sensibilisation sur telle ou telle maladie, organiser des campagnes de sensibilisation dans les quartiers, je voulais dire. Mais nous, on attend que lorsqu'on nous dit, écoute, là, il y a une maladie qui se pose, on commence à prendre des dispositions, on va prendre prendre des mesures adéquates. Or, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le système de santé de notre pays est dégradé, donc
ça va causer d'énormes problèmes si on ne prend pas vraiment des dispositions, nous-mêmes d'abord la population, avant d'attendre que les pouvoirs publics n'agissent. Mais est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que la situation vous inquiète telle qu'elle se présente, telle que nous voyons que les pouvoirs publics sont un peu frileuses? Est-ce que avez-vous peur que les cas aillent en augmentant? Bien évidemment, puisque généralement dans nos grandes villes, on a du mal à respecter les mesures établies par le gouvernement. On a vu le cas avec le Covid en 2019-2020, où on nous disait qu'il fallait respecter les mesures barrières. Encore là, Dieu merci, parce que nous n'avons pas eu l'hécatombe comme l'annonçait le MES, comme l'a pensé le MES et d'autres et les Occidentaux. Donc du coup, je pense que il faut vraiment penser à la sensibilisation de proximité, aller dans les quartiers, envoyer les crieurs, envoyer les jeunes formés pour sensibiliser, puisque c'est une maladie qui est dangereuse. Le Congo, par la construction des hôpitaux généraux, essaye d'aller vers une sorte d'augmenter les capacités des lits, ou voire capacités pour soigner. Il y a aussi la formation de médecins, il y en a beaucoup qui ont été formés. Je pense que c'est déjà une structuration sur laquelle on peut justement ajouter de la performance en termes de technicité, en termes d'outils, en termes de science aussi. Parce que si par exemple on a des hôpitaux que les médicaments sont toujours achetés ailleurs, c'est-à-dire il y a tout un aéroport de choses qui peuvent être faites pour amener jusque là. Mais non, je terminerai par une chose à très long terme. Le Congo, comme tout pays qui aspire à un développement et qui a pris des mesures d'une certaine manière, doit comprendre que l'état de santé des populations est un facteur déterminant pour atteindre justement ce développement. Par exemple, si on s'en tient à l'augmentation de l'âge de la retraite, prenons ce cas de figure, et que les gens doivent travailler longtemps, plus longtemps, ça veut dire que ils doivent être forts très longtemps. Et si on n'a pas de système de santé qui peut justement garder ces gens-là à un niveau de capacité pour être utile dans leurs différents emplois, c'est-à-dire que même la réforme, elle servira à rien. Donc, le principe de la santé, le principe d'une bonne santé est un élément aujourd'hui que les pouvoirs publics doivent poursuivre permanemment. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on a fait aujourd'hui, il faut qu'on atteigne un certain niveau où, quelle que soit la maladie qu'on a, on peut se soigner, quelle que soit l'épidémie qui apparaît, ça va pas affoler tout le monde parce qu'on va pas être en rupture de stock, par exemple, de médicaments, on va pas être en rupture de stock de moyens d'hygiène. Et il y a un dernier élément, c'est l'eau potable. Comme on a parlé de l'assainissement, comme on a parlé de la transformation des déchets qui ne se fait pas encore parce qu'il faut les transformer, les faire disparaître en fait. Transformer les déchets, c'est les faire disparaître dans un milieu environnemental, urbain, etc. Et donc, si on arrive à faire cela, on crée les conditions pour ne pas revivre ces maladies. Je n'ai pas honte de le dire, c'est une maladie, je pense aujourd'hui, qui ne nous en ont pas. Il y a un point sur lequel j'aimerais quand même un peu m'apaisantir, c'est celui de la formation. C'est bien, le Congo, depuis quelques années, s'attelle à former des médecins, mais pour travailler où? On a un problème. C'est vrai qu'on est en train de construire des hôpitaux généraux dans chaque département, mais les hôpitaux qui existent déjà, il faut les réhabiliter. Il faut aller partout dans les villes. Vous voyez que c'est n'importe quoi. Ok. J'espère que vous serez entendu parce que pour lutter contre le choléra, on demande que le milieu soit assaini. Et quand nous circulons dans Brazzaville, nous voyons dans quel état se trouve Brazzaville. Et on nous dit aussi qu'il faut régulièrement laver les mains, mais nous savons aussi que l'eau vient difficilement au robinet. Alors je crois que tous ces problèmes doivent être surmontés pour vraiment réussir la lutte contre le choléra. Je vous invite à observer une pause et nous allons nous retrouver bien après.